L'armée russe, vous l'entendez ici, si vous nous suivez, vous l'entendez un peu partout, l'armée russe affaiblie. L'armée russe qui s'est révélée beaucoup plus faible que ce qu'on imaginait. Et l'armée russe affaiblie par les défaites et l'armée russe affaiblie dans son moral, dans la faiblesse de ses équipements. Bref, l'armée russe en déroute. Non, non, l'armée russe capable de se reconstituer à l'abri derrière ce dont on vous parle aussi régulièrement, ces barrages de dents de dragons et de tranchées. Eh bien, à l'abri de ces tranchées, de ces mécanismes de défense, la Russie serait en train de reconstituer ses troupes, de reconstituer son matériel pour préparer une grande offensive fin janvier ou en février. Qui le dit ? Eh bien, ce sont les ministres, le chef du renseignement estonien et le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Rien que ça. Ils le disent, attendons-nous à ce que la Russie puisse se reconstituer ses forces et puisse relancer une offensive générale. Alors, on ne va pas spéculer ici sur des analyses, du jus de crâne. Non, il y a des faits. Il y a des faits. Qu'en est-il du matériel ? Qu'en est-il des hommes ? Quels sont les signaux qu'on a sous les yeux ? Il y a de nouvelles informations qui sont dévoilées aujourd'hui. Mettons tout sur la table. Et puis, vous nous direz si vous jugez ça plausible, possible, faisable. Voici d'abord les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc quelles sont ces déclarations de Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères ukrainien ? Eh bien, il fait, David, un diagnostic. Non, l'état de délabrement de l'armée russe aujourd'hui ne signifie pas que la Russie a renoncé à ses ambitions, et notamment à ses ambitions de conquête. Il estime que d'ici 4 à 6 semaines, la Russie pourrait lancer une nouvelle attaque d'ampleur en Ukraine. The Russian capability to conduct an offensive, maybe a large offensive, may be restored somewhere by the end of January, February. They definitely still keep hopes that they will be able to break through our lines and advance deeper in Ukraine. Alors au-delà de son analyse, c'est peut-être que de l'analyse, quels sont les éléments qui permettent de dire ou de ne pas dire que la Russie est en train de reconstituer une armée plus solide, apte à relancer une offensive générale comme elle l'avait fait au début de la guerre? Eh bien, premier indice, ce sont les hommes. On a beaucoup insisté sur les pertes russes, plus de 100 000 hommes mis hors de combat. Et pourtant, oui, le nombre de soldats russes sur le terrain devrait beaucoup augmenter dans les prochaines semaines. Si on fait les comptes, David, sur les 300 000 mobilisés de septembre-octobre, Vladimir Poutine avait indiqué il y a quelques jours que 150 000 étaient déjà à l'œuvre. Ça signifie qu'au moins 150 000 autres sont encore en formation qui va bientôt s'achever. C'est déjà fait même dans certaines zones. Écoutez le commandant Alexandre Khodachovski qui dirige la milice de Donetsk dans le Donbass. У нас есть ряд частей, которые выводятся на ротации для восстановления на территории Российской Федерации по местам постоянной дислокации. Есть сейчас формируемые и формирующиеся батальоны. Вот, например, сейчас на фронт выдвигается батальон Урал-1, который был сформирован в Екатеринбурге. Это порядка 5000 человек, где 95% это практически штурмовики, ребята очень высокомотивированные. Их обеспечили не только там бронежилетами и касками, их обеспечили и бронетехникой обеспечивали, и транспортными средствами бронированными, такими как «Тайфун», обеспечили. То есть подготовка внутри России идет. Deuxième indice, et là ce sont des informations en partie inédites, on a beaucoup insisté aussi sur les colossales pertes de chars russes. Environ 1500 chars hors de combat, comme celui-ci qui, vous le voyez, vient de sauter sur une mine. Mais voici ce que l'on apprend de la bouche du colonel Margot Grossberg, le chef du renseignement estonien. À ce jour, la Russie compte environ 9000 chars dans des sites de réparation et de stockage. Or, il estime qu'avec les pièces détachées de 3 chars, on peut en rendre un opérationnel. Autrement dit, avec 9000 chars, on peut en remettre en service 3000 pour le combat. À cela, il faut ajouter les fameux chars T-90M, les chars dernier cri de Moscou. 200 seraient actuellement en cours de déploiement, comme ici par exemple dans la région de Louhansk, au nord du Donbass. Deuxième type d'armement sensible, les drones d'attaque. De l'avis général, la Russie va bientôt produire les drones iraniens sur son propre sol. L'accord a été passé avec Téhéran et les premiers d'entre eux pourraient donc sortir des usines russes dans les prochaines semaines. Oui, mais Fanny, on a beaucoup entendu dire que l'embargo occidental
sur les composants électroniques, les semi-conducteurs qui sont indispensables pour la production d'armements, qui eux-mêmes sont indispensables pour relancer une offensive, cet embargo empêchait justement la Russie de renouveler ses armes. Oui, eh bien là aussi, ce sont des informations qui viennent d'être dévoilées. La Russie, David, parvient à contourner cet embargo. Depuis le début des sanctions, elle a pu acheter pour au moins 2,6 milliards de dollars de composants informatiques et électroniques occidentaux. Pourquoi ? Parce que ces puces prennent des chemins détournés. Elles transitent par Hong Kong ou la Turquie, qui n'appliquent pas l'embargo, et plus étonnant, par l'Estonie, qui fait pourtant partie de l'OTAN. J'ajoute que 30% de ces livraisons détournées sont même issues des grandes marques américaines, Intel, Texas Instruments, évidemment à leur corps défendant. Voilà, alors c'est un contournement partiel. Évidemment, la Russie ne reçoit plus le même nombre de composants électroniques occidentaux qu'avant l'embargo, mais elle parvient, selon ses sources, à tout de même conserver 30% des livraisons qu'elle avait auparavant. Dernier mot, Fanny, pourquoi cette idée que ce serait fin janvier ou début février ? Eh bien, c'est à cause de la météo. Parce que pour l'instant, en tout cas par endroits, les opérations sont encore bloquées par la boue. C'est ce que vous voyez sur cette vidéo. Le pari de Moscou, c'est qu'en janvier ou en février, eh bien, le gel aura fait durcir le sol, ce qui facilitera donc l'avancée des blindés et des chars. Et c'est l'une des principales forces de l'armée russe. Merci Fanny. La question elle est simple et directe. Compte tenu de ce qu'on sait sur l'armée russe, compte tenu des éléments qui sont donnés ou dévoilés là, est-ce que vous imaginez que la Russie puisse être en position de relancer effectivement une offensive, de se refaire une santé pendant 4 ou 6 semaines avant de repartir dans une attaque de grande ampleur ? Pierre, pardon. Non, le ministre ukrainien a tout intérêt à dire qu'il va y avoir une grande offensive. Il y a une partie de communication pour dire « donnez-nous tout ce dont nous avons besoin ». Premier point. Deuxième point, sur le plan stratégique, tous les officiels russes, Poutine en tête, que nous entendons ou que nous interrogeons sur le plateau d'LCI, disent tous les objectifs stratégiques n'ont pas bougé, c'est Kiev. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une cohérence. Ils n'ont pas bougé d'un iota sur leurs objectifs, qui est de démilitariser, dénazifier. Entre guillemets. Oui. Entre guillemets, bien sûr, etc. Donc, il n'y a pas de changement du tout dans les axes stratégiques. On a eu plusieurs fois Piotr Tolstoï, un des vice-présidents de la Douma, sur le plateau. Il rappelle ça à chaque fois. Donc, ils sont cohérents. Et donc, après, ici, notamment Vincent et moi et d'autres, ça fait déjà... peut-être 1 mois et demi, on explique que Poutine veut la jouer à la soviétique, c'est-à-dire jouer sur le temps, former 100 à 150 000 hommes sur les réservistes en Biélorussie, ou en tout cas en capacité d'être après injectés en Biélorussie une fois qu'ils auront été formés, et les équiper en vidant tout ce qui peut exister dans la profondeur stratégique d'un territoire qui fait 17 millions de kilomètres carrés, 30 fois la France. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, vous avez des dépôts de l'Union soviétique qui s'entassent dans des hangars, dans la pampa russe, si je peux utiliser ce terme de pampa qui n'est pas adapté à la plaine sibérienne, etc. Vous en avez des quantités industrielles. Et donc, depuis les revers de l'armée russe, Poutine a donné des ordres pour aller regarder ce qu'il y a, voir effectivement, comme l'a dit très bien Fanny, comment arriver à faire un char qui va rouler avec 3. Et l'idée, c'est pas d'avoir des matériaux formidablement sophistiqués. Alors, il y a les contournements qui ont été évoqués, effectivement. On parle de trafic, ceux qui ont été évoqués. On parle aussi de la Serbie, par les Balkans, par lesquels pourraient passer un certain nombre de choses. Les drones iraniens, qui effectivement pourraient être fabriqués en Russie, sachant que certaines usines de fabrication de drones iraniens sont en Syrie et ont été détruites, ces usines, par l'aviation israélienne ces derniers jours, ces dernières semaines, mais il y a la possibilité, comme s'ils sont assez rustiques, de les fabriquer en Russie. Et en tout cas, dans l'idée de Poutine, est-ce qu'il y arrivera ? J'en sais rien. C'est de dire, les opinions publiques occidentales vont se fatiguer, l'hiver va être difficile. À l'Ouest, ils ne parlent que de pénurie de munitions, de problématiques, de tubes qui sont usés, le César et les autres, ce qui est vrai. Et nous, on va la jouer comme on l'a toujours joué. Ils nous accusent, nous, Russes, d'être des archaïques, de faire la guerre du XXe siècle, du pacte de Varsovie ou de l'Union soviétique face à l'Allemagne nazie. Eh bien, on va les prendre à ce qu'ils disent et on va la jouer comme ça. On va la jouer à l'ancienne. Il est possible que Poutine lance une deuxième vague de mobilisation. Et l'idée maîtresse, je ne dis pas du tout que ça va marcher. Oui. Mais l'intention, c'est ça. Voilà,
Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que Poutine, dans son histoire et sa géographie, il a ce territoire derrière. C'est-à-dire l'impression qu'on peut subir, ils ont été déchiquetés par la Wehrmacht lors de l'opération Barbarossa le 21 juin 1941. Ils ont été défoncés. Les Allemands, en quelques mois, ont fait plus d'1 million de prisonniers. C'était une catastrophe pour l'armée russe. Eh bien, ils ont encaissé, ils sont allés chercher dans l'Oural, ils ont déménagé leurs usines. Voilà. Et donc, Poutine est dans cet espace mental-là, et il se dit 1 an, 2 ans, j'en sais rien. Et en tout cas, recommencer pour l'anniversaire, pour les 1 an de l'engagement de l'opération spéciale, donc en février, relancer une offensive à partir du Nord, etc., tout ça ne paraît pas fou. Alors après, la question, sachant que c'est une armée en patchwork, avec des unités extrêmement disparates et qu'il faut qu'on arrête de parler de l'armée russe, il faudrait parler des armées russes. Et est-ce que ça va tenir le coup, sachant que de l'autre côté, les Ukrainiens montent quand même en gamme, en capacité, en formation, c'est tout le défi. Mais en tout cas, ce qui a été présenté, tout ça me semble très cohérent. Alors la question qu'on se pose, Daphné, c'est est-ce que cette stratégie-là, à l'ancienne, celle du volume, celle de la masse, celle de bombardement indistinct, qui s'oppose à ce que fait l'armée ukrainienne, qui a des armements plus précis, les fameux HIMARS, les canons César français. Est-ce que ça peut suffire à relancer une offensive? Parce qu'on se souvient, quand ils ont mis le paquet sur ce fameux convoi de véhicules militaires, de blindés et de chars, il y avait aussi des chars dedans, et qui finalement a été mis en déroute par quelques geeks ukrainiens un peu schématisés, mais on n'est quand même pas loin du compte, avec leurs drones, leur bricolage de drones, et qui ont réussi à embourber cet immense convoi qui devait rouler vers Kiev. Est-ce que ça peut marcher pour lancer une contre-offensive d'ampleur? Alors, juste pour revenir sur ce que vous disiez, cet exemple de la colonne de chars qui se fait pilonner au début de l'invasion, il semblerait quand même que les Russes aient un peu ajusté leur manière de faire et leurs opérations. Il semblerait qu'il y ait eu des ajustements en termes de commandement, en termes de flux logistique. Donc, il semblerait qu'ils fassent quand même un petit peu mieux que les errements du début. Deuxième chose... Enfin, ils n'ont pas les armes sophistiquées qu'ont les Ukrainiens via les Occidentaux. Alors, ils ont, comme vous l'avez dit, un stock colossal hérité de l'ère soviétique, donc même si pas forcément hautement technologique. On peut imaginer aussi que les armes les plus technologiques, ils ne les ont pas encore nécessairement toutes sorties. En tout cas, c'est ce que Medvedev insinuait récemment en parlant des missiles hypersoniques. Mais bon, en ce moment, clairement, qu'est-ce qui se passe? On voit à la fois que les Russes espèrent effectivement gagner du temps en consolidant leur ligne défensive, dans l'espoir de se régénérer avec justement les nouveaux personnels qui sont attendus issus de la mobilisation. Ces effets de la mobilisation, on les verra sans doute effectivement vers fin janvier, début février, pour voir si ça fait une différence. Parallèlement, comme vous l'avez dit, ces frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes qui visent non seulement à terroriser la population, mais à mettre par terre le pays, c'est-à-dire à empêcher le retour des réfugiés, voire à provoquer un nouvel exode, et également empêcher le retour des investissements, bref, mettre le pays un peu par terre. Mais Daphné, vous êtes dans un déjeuner avec des amis et ils vous disent, est-ce qu'il te semble qu'une contre-offensive russe, que la relance d'une offensive générale russe est possible? Et d'instinct, vous diriez quoi? Vous direz, ah non, ils sont trop loin du compte, ou c'est possible? D'instinct, je dirais que autant il est envisageable d'assister à des offensives localisées, autant une offensive majeure, vraiment un effet massif... Comme au début de la guerre? J'en doute. Mais je n'ai pas de boule de cristal. Moi, ce qui va vraiment faire la différence, je pense, c'est que là, on est vraiment au cœur de la guerre industrielle. Il y a énormément de tirs d'artillerie des deux côtés encore, même si le front est relativement stable. Et donc, finalement, ce qui va faire la différence, c'est la capacité occidentale à fournir des obus. C'est absolument clé. Les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient augmenter leur production d'obus de 155 mm, de passer de 14 000 par mois à 20 000, puis à 40 000 à l'horizon 2025. 2025 mais il faut rappeler que les Ukrainiens utilisent 90 000 par mois. Oui. Donc, 2025, Russes, on sera encore en guerre en 2025. En tout cas, ce sont leurs projections. Oui.
Non, parce que c'est vrai qu'il y a un problème de capacité de production occidentale pour livrer des armes à l'Ukraine. Mais les Russes aussi. 2025, vous vous imaginez sur ce plateau en 2025 Pierre, Vincent, Jean-Claude, alors bon. Moi, je n'ose pas l'imaginer. On sera peut-être champion du monde en 2026, par contre. L'avenir n'est Vincent. écrit nulle part. Je rebondis. Est-ce que vous y croyez, Vincent? Alors, est-ce que ça vous semble imaginable? il y aura une tentative de cette nature. Oui, moi je m'inscris exactement dans l'analyse que Pierre faisait de la psyché de Poutine et de son état-major. Est-ce que vous croyez aussi, comme lui, que le 24 février, ça peut être une date clé pour... Alors, moi, les dates clés, je ne Non. crois pas trop, les dates clés. Souvenez-vous, Enfin, souvenez-vous du 9 mai. Hein, Oui. Il ne s'est rien passé. Donc je ne crois pas du tout que ce Aux dates soit fétiches. par des obsessions calendaires de cette nature. En revanche, je crois effectivement qu'il y a un pari sur l'effet de masse. C'est-à-dire, quitte à envoyer au casse-pipe de la chair à canon médiocrement préparée, on veut rejouer la Grande Guerre patriotique. Donc c'est vraiment ça la référence historique et psychologique. À cela s'ajoutent des éléments plus objectifs. C'est-à-dire qu'il semble qu'il y ait quand même un petit effet Sourovikine du nom de ce général qui a été appelé à mettre un peu d'ordre dans le grand bazar militaire russe. Par exemple, des analystes expliquent que sur le front de l'Est, dans le Donbass, il a tendance à privilégier des unités d'assaut beaucoup plus resserrées et plus cohérentes, plutôt qu'encore une fois d'envoyer des vagues promises au carnage. Donc ça, c'est un effet. Vous parliez des obus, et Daphné y faisait allusion. Parce que pendant ce temps-là, et c'est ce que dit notamment d'ailleurs le patron du renseignement estonien, ce colonel Margot Grossberg, qu'on évoquait tout à l'heure, il y a une capacité aujourd'hui de régénération en termes d'obus. Je ne parle pas de missiles de haute précision, hein, je pense vraiment l'obus basique, quoi, le 152, tout ce que vous voudrez. Bon. Et que, par exemple, son estimation, c'est qu'ils ont un stock de L'obus, 10 millions pardonnez-moi, d'obus. pardonnez-moi Vincent, je fais juste un point pour ceux qui nous regardent et qui n'ont aucune notion de la chose militaire. Quand on parle de missiles, c'est de la très longue portée. Donc avec un missile, on cherche à atteindre des cibles à 50 km, 100 km, 400 km. Quand on parle d'obus, on parle de champ de bataille, c'est-à-dire on parle de bombarder des objectifs à 2 km, 4 km, 10 km. Et c'est sans doute beaucoup moins précis, mais ça vise à faire mal. Voilà, ça vise à faire mal. Alors précisément, donc, le patron de l'enseignement estonien estime que le stock d'obus de cette nature, ce que vous venez de définir, est de l'ordre de 10 millions dans les hangars et dans les arsenaux russes, et que surtout, ce qui est plus important, c'est une capacité de régénération qu'il estime maintenant de l'ordre de 3 à 3,5 millions, 3,5 millions par an, et alors que c'était la moitié moins au début de la guerre, parce qu'il y a quand même eu une sorte de mise en cadence d'une partie de l'outil. Et que là-dessus, il n'y a pas besoin de technologie de très haut niveau pour faire des obus. C'est du basique. Ayant dit tout cela maintenant, ça ne veut pas dire que vous passez à l'ardoise magique toutes les défaillances qui ont été observées en termes de commandement, en termes de logistique, en termes de ravitaillement, en termes de qualité de la formation et de l'équipement. Et donc voilà, on ne va pas, et nous on s'est toujours efforcé ici d'éviter ce type d'embardé. On n'a jamais annoncé, nous ici sur ce plateau, une débâcle sans retour de l'armée russe, parce que ce n'est pas la vérité du terrain. Mais voilà, donc ne basculons pas non plus dans une autre analyse qui consistera à dire « Ouh là là, attention, ça y est, le rouleau compresseur russe va tout écraser. » Non, parce que Sourovikine ne va pas réparer en une nuit toutes ces failles béantes qu'on a été appelé à analyser ici. Est-ce qu'on évoque ça aux États-Unis, Jean-Claude, la possibilité que l'ours russe se régénère? Bien sûr, et justement, à votre question, est-ce qu'on imagine que ce soit possible? Oui, on le voit bien dans l'esprit de Poutine. Il peut toujours tenter d'initier une offensive, mais il y a deux questions qui se posent. Tout d'abord, l'efficacité. On vient de voir que cette efficacité peut être relative. Et deuxièmement, et on le voit bien que les Ukrainiens, les Estoniens disent c'est possible, c'est aussi un message pour l'Occident, c'est aussi un message pour les Américains qui soutiennent, qui financent. On sait qu'à partir de janvier, il va y avoir un congrès recomposé aux États-Unis, il y a une nouvelle majorité, qu'il y a des divergences sur les budgets accordés. Donc c'est aussi une façon, juste avant qu'on ne parte pour les fêtes de fin d'année, aux États-Unis, dans une semaine, il n'y a plus personne, et l'administration Biden va recommencer à travailler vers le 2-3 janvier. Donc c'est une façon d'insister sur le fait que l'Ukraine a besoin des Occidentaux, a besoin du matériel militaire américain, a besoin des finances pour pouvoir, tenir, pour pouvoir gagner,
pour pouvoir se défendre. Donc cela, il y a une opération de communication, et là je ne pense pas à une fuite, c'est pas une peur, c'est une réalité que Poutine peut très bien initier cette offensive, mais c'est une façon de dire, c'est précisément maintenant que nous avons besoin de vous, ne passez pas trop de temps, parce que nous aussi occidentaux, nous avons des opinions publiques, nous avons des parlements, nous avons une administration, il faut convaincre, il faut négocier, Biden va devoir négocier avec sa majorité, recomposer, eh bien c'est une façon de dire que nous n'avons pas le temps de trop attendre et c'est maintenant que nous avons besoin de vous. Bon, dans un instant, on va évoquer